rhumatoïdes pour une partie d'entre elles, et des spondylarthropathies dont Maxime Brébant vient de vous parler. C'est également un petit peu le cas de la polyarthrite systémique, dont la place est sans doute un petit peu particulière, puisque actuellement on s'oriente de plus en plus vers un mécanisme non pas auto-immun comme celui qui a été développé par Jean Similia, mais vers un mécanisme de type auto-inflammatoire. Et puis c'est bien entendu le cas des oligoarthrites juvéniles, qui elles sont des maladies articulaires inflammatoires qui ne débutent jamais chez l'adulte, mais qui débutent chez l'enfant, en général chez l'enfant jeune, les filles âgées de 2 à 4 ans. Et ces oligoarthrites juvéniles, comme on va le revoir, sont d'une part extrêmement fréquentes, puisqu'elles représentent près de la moitié de l'ensemble des rhumatismes inflammatoires qui débutent chez l'enfant, l'enfant étant défini comme ayant moins de 16 ans, et que si ces maladies ne sont pas fréquentes, puisque vous voyez ici que leur prévalence est de l'ordre de 0,3 à 3,8, cela veut dire qu'en France, il y a néanmoins entre 3 et 5 000 enfants qui présentent l'une de ces 6 maladies, et donc environ 2 000 qui présentent ces oligoarthrites juvéniles. Ce qui est ennuyeux, c'est que ces oligoarthrites juvéniles, elles ne vont pas toujours, et ces arthrites juvéniles globalement, ne vont pas toujours s'arrêter une fois que l'enfance et l'âge pédiatrique est terminé. Vous voyez dans cette étude qu'il a été estimé que les probabilités de rémission à 10 ans, c'est-à-dire en gros vers l'adolescence ou entre 15 et 20 ans, sont pour un certain nombre d'entre elles, les oligoarthrites, les spondylarthrites et les polyarthrites systémiques, de l'ordre de 40 à 50%, donc un enfant sur 2 va rester évolutif, et beaucoup moins, de l'ordre de 10 à 20%, pour les polyarthrites qui sont la maladie polyarthrite rhumatoïde débutant avant l'âge de 16 ans, et également pour certaines des polyarthrites sans facteur rhumatoïde. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le risque de rechute d'une arthrite juvénile idiopathique prise dans son ensemble à 15 ans était assez variable, de l'ordre de 30 à 100%, et on pourrait dire en moyenne de 50%. Si bien qu'à l'âge adulte, ces maladies sont à l'origine d'une altération de la qualité de vie, avec non seulement persistance d'une activité de la maladie dans 40% des cas, mais également d'un handicap qui ici est évalué par un indice de handicap que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le HAQ, qui permet d'évaluer un certain nombre de domaines, aussi bien social que fonctionnel et physique, que d'autres indices qui sont également utilisés assez couramment en pratique clinique maintenant, comme le SF36, qui évalue la santé, la douleur, l'état physique, dont il a été démontré qu'il était altéré chez les enfants qui avaient eu des arthrites juvéniles idiopathiques par rapport à des adultes de même âge, indemnes de toute pathologie articulaire, et que, alors que leur niveau éducationnel était tout à fait superposable à celui de patients âgés du même âge sans arthrite, en revanche, c'était un handicap à l'emploi, puisqu'on trouvait 3 fois plus de non-emploi chez les enfants ayant eu une arthrite juvénile idiopathique, en général toujours évolutive à l'âge adulte, que chez les témoins. Donc, on peut dire qu'un tiers des arthrites juvéniles idiopathiques restent évolutives à l'âge adulte, et qu'un tiers de ces enfants auront et ont un handicap à l'âge adulte. Il vient immédiatement à l'esprit la question « il faut améliorer le pronostic », comment faire pour y arriver? Je pense que l'on peut envisager 4 chapitres pour répondre à cette question. Bien entendu, celui d'une prise en charge précoce et adaptée, puisqu'il n'y a pas que dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, comme l'avait dit Jean Similia, qu'il faut profiter de la fenêtre d'opportunité. Il faut aussi, et c'est très important, qu'il y ait une continuité entre la prise en charge médicale et paramédicale de ces enfants et leur prise en charge arrivée à l'âge adulte pour ceux qui restent évolutifs. Bien entendu, les innovations thérapeutiques que Jean Similia a évoquées sont utilisées et sont extrêmement bénéfiques. On en reverra les problématiques dans la thérapeutique de l'arthrite juvénile idiopathique. Mais il n'y a pas que la biothérapie, il y a également 2 éléments très importants. Les enfants sont des organismes en croissance, il faut que cette croissance s'effectue normalement, et l'on sait très bien que dans les arthrites juvéniles idiopathiques sévères d'il y a 15, 20 ans, 30 ans,
le retard de croissance était un problème majeur. De même, la minéralisation osseuse est devenue un problème auquel on s'intéresse de très près. Et pour permettre de progresser au niveau des différentes thérapeutiques, il faut également que nous améliorions l'évaluation de ces enfants, car la rhumatologie pédiatrique est un petit peu le parent pauvre des rhumatismes inflammatoires. Elle a pris beaucoup de retard et à l'heure actuelle, on essaie de combler ce retard en se calquant un petit peu sur ce qui est fait chez l'adulte, tout en respectant les spécificités de l'enfant. Pour avoir une prise en charge précoce et adaptée, il faut que les médecins connaissent cette maladie. Il y a encore des lacunes à combler, que ce soit au niveau du cursus de nos étudiants dans nos facultés, dans nos CHU, que ce soit par la réalisation, et ça c'est quelque chose qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, qui est l'existence d'un diplôme universitaire de rhumatologie pédiatrique, qui est ouvert aussi bien aux rhumatologues qu'aux pédiatres, voire aux médecins généralistes, qui comporte un cursus de 1 an de cours théoriques, la réalisation d'un mémoire, et qui permet d'approfondir les connaissances dans ce domaine très spécifique qu'est la rhumatologie pédiatrique. Mais il ne faut pas s'arrêter à la formation dans le cadre de l'université. Il faut également développer les enseignements post-universitaires pour les généralistes et il faut utiliser, et cela est déjà fait à l'heure actuelle, l'outil Internet, qui est un outil merveilleux pour la diffusion de l'information, avec 2 sites Internet qui sont fonctionnels depuis plusieurs années, qui sont le site du Printo qui a été réalisé sous l'égide de la Société européenne de rhumatologie pédiatrique grâce à des subsides de l'Europe, qui est un site extrêmement bien fait d'information pour les professionnels de santé, mais également pour les familles, et qui permet d'en savoir plus sur ces différentes maladies et sur leur traitement. Le problème des sites internet, c'est bien entendu de les réactualiser, ce qui est très difficile à faire. Et en l'occurrence, le site Printo a déjà 5 ou 6 ans. Le site Orphanet est un site du ministère de la Santé qui est également ouvert aux professionnels de santé, mais également au public, et qui comporte des notes d'information sur toutes les maladies pédiatriques dont je vous ai parlé. Et puis, pour améliorer la prise en charge, il faut non seulement reconnaître, mais il faut pouvoir adresser ces enfants à des consultations spécialisées, pluridisciplinaires, et c'est la mission des centres de référence qui a été établie par le ministère il y a déjà plus de 5 ans maintenant. Il existe plusieurs centres de référence en France pour les artères juvéniles idiopathiques, et en particulier, il y a un grand centre de référence à Paris qui est basé principalement à l'hôpital Necker, mais avec lequel je collabore très étroitement au niveau de mes activités à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et Robert Debré, et auxquels sont affiliés un grand nombre de centres de compétences répartis dans la France entière.